Eux ne savaient même pas construire. Nous avions des pyramides. Et les pyramides en question, ils se sont moqués de ces pyramides, mais aujourd'hui, après 4000 ans, ils sont toujours là, ces pyramides. Mais dites-moi quel est l'immeuble construit par l'homme blanc qui peut faire 1000 ans. Panabiso. Luanani Kalisani. Ampara. Kopi. Apanjuku. Anna. L'histoire de l'Afrique écrite par les Occidentaux dénie à l'Afrique une organisation politique et pourtant nous savons bien que l'Afrique ou les Afriques sont des partis communautaires. La propriété est commune, c'est là l'essence d'une société pratiquement structurée et organisée. Pour illustrer cet aspect de choses d'une organisation politiquement assise sur une base communautaire, nous voudrions parler aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, d'une pratique que le monde entier, par-delà des limites, a intériorisé avec ce qu'ils appellent aujourd'hui la démocratie. Bonjour, bienvenue chez nous, c'est votre émission d'histoire d'Afrique. Un jeune, il est sur ce plateau, il s'appelle Gauthier, mais je préfère qu'il se présente lui-même. Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment on vous appelle? Je suis Gauthier Miller Kassongo, activiste, panafricaniste, mais aussi membre du mouvement social Bisso Peuple. Membre du mouvement social Bisso Peuple. Avec lui, nous allons parler de l'arbre à palabres, l'histoire d'une politique africaine. On commence, quel est le fondement de communautés diverses et une à la fois. On est congolais, ouais. On est parfois comment je peux dire, ivoirien, ouais. Sénégalais, mais nous sommes dans une communauté. Comment? Cela se réfère à l'histoire. Oui. Donc, c'est-à-dire, ces personnes-là, malgré qu'ils savent qu'il y a eu 2 personnes avant eux, ils partagent ensemble la même histoire. Vous comprenez? Oui. Donc, je peux être malien, je peux être congolais, je peux être sénégalais, mais on a une même histoire qui repose à une terre quelconque sur laquelle nous sommes. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est le socle même. L'Afrique renferme ces gens, bien que nous sommes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, mais nous sommes les Africains. Alors d'où viennent les tensions dans une communauté qui partage une même réalité, une même vision de choses? Je pense que pour revenir d'ailleurs à la première question, il faut comprendre quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, je suis congolais parce qu'il y a eu l'acte de Berlin. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Il y a eu des gens qui se sont mis à notre insu, qui ont départagé l'Afrique. Voilà pourquoi je m'appelle aujourd'hui Congolais, les autres sont des Maliens et autres. Mais avant cela, nous étions tous Africains. Kémites, j'insiste. Oui. Maintenant, concernant les tensions actuellement, les tensions entre les communautés est due, n'est-ce pas, à l'inégalité. Okay? Les inégalités dans les partages des ressources même. Donc c'est les intérêts maintenant qui crée, n'est-ce pas, ces frustrations-là et ça amène ces tensions. Au sein de communautés, ouais. Donc on sait se repérer, on est là dans des conflits, des intérêts, raison pour laquelle il y a des tensions. Ouais. Alors ces tensions-là sont dues, bon, vous avez dit des conflits, des intérêts, alors comment ramenait-on la paix dans la communauté traditionnelle? Je pense que la meilleure affaire actuellement serait de savoir comment nous étions avant l'acte de Berlin. Comment nous étions? Parce que le seul piège dans lequel les Africains tombent, les Africains d'aujourd'hui tombent,
c'est le fait de vouloir raisonner avec les lunettes de l'Occident. Donc, lorsque vous me posez déjà la question, comment faire? Moi, je me dis, il faut d'abord rentrer, savoir d'abord, le savoir d'abord. Comment nous étions, comment nous marchions jadis. Vous êtes sûr que c'est possible aujourd'hui? Si, c'est vraiment possible. Avec une société, je peux dire, vraiment multicolore, surtout du point de vue parfois religieux. Comment vous pouvez expliquer cela? Cela est un travail que les panafricanistes font. C'est un travail dans lequel moi aussi je suis, parce que je reconnais directement que les religions étrangères, n'est-ce pas, ne sont pas venues ici pour nous dire, nous Africains, qui est Dieu. C'est pas ça. Quel est le bien et le mal? Ça, on le savait déjà. Mais elles ont été utilisées comme étant, n'est-ce pas, un outil pour renforcer la domination d'un peuple quelconque sur nous. Vous comprenez? D'où l'Africain d'aujourd'hui doit savoir, toujours le savoir d'abord, rien d'autre. Une fois que nous saurons comme nous étions jadis, on va se réorganiser, il n'y aura plus ces tensions. Je ne cesse de le dire, moi je suis jeune aujourd'hui. Je te dis la vérité, en tout cas je vais dire que c'est du passé. Du passé comment? Ce que vous dites là, nous sommes au présent. On ne peut pas regarder en arrière. Le présent c'est quoi? C'est ce que nous vivons. Vous n'êtes pas africaine? Je suis africaine. Même dans les passés, vos ancêtres étaient africains? Mais on va parler ancêtres aujourd'hui. Mettez-vous à la place de ces jeunes. C'est quoi l'importance de l'histoire? On dit voir les passés, mais c'est situé on voit les dans passés pourquoi? Pour comprendre les présents et préparer les futurs. C'est ça qu'on doit toujours se référer. Pour savoir comment aujourd'hui je suis en jeans. Gauthier Kassongo, aujourd'hui je suis en jeans. Tu as abordé un bon sujet. Je vais fuir un peu le sujet du jour pour dire jeans. On dit que c'est l'homme blanc qui a fait, c'est l'homme blanc avec son intelligence et vous mettiez des, je ne sais moi, des peaux des bêtes. C'est juste parce qu'on n'a pas l'histoire ou parce qu'on veut être au présent? Les peaux des bêtes, c'est-à-dire? Non, on dit, si vous voulez bien parler de l'Afrique, il faut revenir. Si vous voulez revenir, il faut mettre des peaux de bêtes. Mais il y a eu ce qu'on appelle l'évolution. On ne mettait pas que le pot des bêtes, on mettait aussi les raffias. Donc, il ne faut pas toujours croire que c'était juste des gens qui mettaient les peaux des bêtes. Ce n'était pas comme ça. Donc, il y avait plusieurs tenues. Et si aujourd'hui je suis en jean, c'est parce qu'il y a eu évolution. Parce que même dans notre société, il y avait ce qu'on appelait l'évolution. Donc sans l'homme blanc, l'homme africain, l'homme noir pouvait aussi évoluer. Si, d'ailleurs, nous étions évolués. Nous sommes la première civilisation. C'est clair. Eux ne savaient même pas construire. Nous avions des pyramides. Et les pyramides en question, ils se sont moqués de ces pyramides. Mais aujourd'hui, après 4000 ans, ils sont toujours là, ces pyramides. Mais dites-moi quel est l'immeuble construit par l'homme blanc qui peut faire 1000 ans. Il faut comprendre que nous savions déjà. Avec ou sans lui, nous aurions toujours dû progresser. Avec ou sans lui, on aurait évolué. Pourquoi arbre à palabre est une illusion essentielle de la politique africaine? Non, je pense que l'arbre à palabre dans sa logique, sa logique veut à ce que les choses, donc les litiges, les contentieux d'une société soient traités dans un lieu. C'était comme un espace d'échange entre une communauté dans lequel chacun pouvait exprimer, n'est-ce pas, sa volonté et sa voix. Mais aujourd'hui, maintenant, si nous voulons rentrer dans votre question concernant la politique actuelle, nous pensons que l'arbre à palabre, on peut la prendre d'une autre manière, mais elle sera toujours bien parce qu'elle va diminuer les frustrations entre communautés. Nous allons y arriver. Alors, sous l'arbre à palabre, les discussions étaient organisées. Est-ce qu'il n'y avait pas de... Les discussions étaient bien organisées. Il y avait un modérateur qui donnait, n'est-ce pas, la parole à toute personne. Il y avait tout un conseil des sages qui mariait maintenant la demande des tierces à ce que le gouvernant pourrait donner comme politique. Là, je pose directement la question, qui entre en jeu dans l'arbre à palabre? Non, moi je dis bien, ce sont les habitants d'une communauté.
les habitants d'une communauté. Exemple, nous sommes dans la commune de Lemba. Okay? Lemba, il y a un problème entre les habitants des super et des terminus. Alors, on crée cet espace-là, cet arbre-là. Okay? D'où ces acteurs-là doivent venir. Donc, les uns viennent, donc une partie vient et l'autre vient, ils se rencontrent et par là, ils traitent, mais sous la coordination des sages. C'est un peu ça. Sous la coordination de ça, là déjà vous me dévancez. Je voulais poser la question de quoi traite-t-on dans l'arbre à palabre. Donc, dans l'arbre à palabre, on traite les contentieux d'une société. Oui. Donc, les litiges, les problèmes qui regardent ou bien qui touchent une société. Exemple, actuellement, on peut se dire que dans un quartier X, il y a un problème d'eau. On a des dirigeants qui sont censés répondre à ces besoins-là. Et maintenant, on organise cet échange-là. Comment on peut trouver l'harmonie ensemble? Donc, entre gouvernants et gouvernés. Vous comprenez? Et ces gens-là se retrouvent dans ces lieux-là. Serait-il seulement une sorte de tribunal ou jugement ou encore autre chose sous l'arbre à palabre? Les Occidentaux définissent cette pratique-là comme étant juste un lieu pour traiter ces litiges-là. Mais en Afrique d'antan, l'arbre à palabre servait aussi d'un lieu de socialisation. C'est-à-dire des partages de valeurs entre aînés et cadets. C'est-à-dire, s'il y a un problème, voilà, par exemple vous, en tant que femme, il y a des filles qui grandissent. Okay? À 12 ans, on pouvait prendre 10 filles et on les lègue sous la coordination d'une femme sage qui doit, n'est-ce pas, transmettre les valeurs de la société. Et ça se passait dans ces lieux-là. Donc on ne peut pas juste dire que c'était juste un lieu pour traiter des problèmes, mais c'était aussi un lieu pour le partage, pour la pérennisation des valeurs africaines. On peut dire que ça rentrait bien, ces enseignements-là. C'était bien assimilé. Comment? C'était bien parce que c'était pas juste de la théorie, comme actuellement on nous a amené des lieux de socialisation. Par l'homme blanc, c'est devenu l'école, des choses comme ça. Donc nous avions déjà cette pratique-là. Et ça entrait très bien parce que c'était théorie et pratique. Comment la femme doit prendre soin d'elle. Comment la femme peut préparer, n'est-ce pas, bien préparer. Aujourd'hui, devenu sujet tabou en famille généralement. Rares sont des familles qui... Rares sont des familles qui font des débats normaux et des débats ouverts. Sur, exemple, les cycles menstruels d'une femme, de leur fille. Beaucoup ne savent pas calculer. Hein. Beaucoup de femmes ne savent même pas calculer. Pourquoi elles ne savent pas cela? C'est parce qu'elles n'ont pas reçu les conseils ou bien l'encadrement de leur mère. Parce que c'est devenu sujet tabou. Or, en Afrique, jadis, on prenait les femmes là parce qu'on savait que la mère peut avoir honte de sa fille. Voilà pourquoi on léguait ces filles-là à une femme. Et c'est comme une école. C'est la femme sage-là qui donne la même éducation à toutes les filles qui ont atteint cet âge. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait toujours, mais je ne vois pas une femme, une maman à la maison, laisser ses enfants partir chez une autre femme. Bon, ça peut exister, mais je ne pense pas que ça s'était vraiment... Parce que la maman veut bien garder sa femme, son enfant, va à l'école, va à l'église, c'est fini. Si, ça ne se fait pas, c'est chez des personnes qui ont délaissé leur culture. Comme moi, dans ma famille, ça se fait. Et mon enfant aura ça. Si sa mère aura honte de lui expliquer cela, moi, je le ferai. Mais rentrons dans nos villages. Jusqu'alors, ça s'est fait. Alors, ceux qui sont nés à Kinshasa? Oui, ils ont subi, n'est-ce pas, l'aliénation. Et c'est impossible. Voilà pourquoi les organisations panafricaines doivent continuer avec cette lutte-là. Doivent insister sur le fait que chaque femme doit enseigner à son enfant
comment marcher, comment l'Afrique doit donner la passion de l'Afrique à l'enfant. Vous avez parlé de l'Afrique, des panafricanistes. Chez vous, par exemple, vous réfléchissez à ce sens de prendre des jeunes femmes, des jeunes filles avec certaines mamans déjà bourrées d'expérience, peut-être enseigner ces jeunes dames, à leur tour aussi partager l'expérience. Vous réfléchissez à ce sens? En tant que mouvement privé, oui. Là on ne le fait pas. Parce que chaque mouvement a son objet de combat. Ouais. Nous on ne le fait pas. Mais je connais de ces organisations qui travaillent dans ce sens-là. Des organisations panafricaines qui travaillent dans ce sens-là. Alors vous suivez chez nous l'arbre à palabres, l'histoire d'une politique africaine. Gauthier Kasongo, à quoi peut-on assimiler l'arbre à palabres aujourd'hui? On peut comparer cela à quoi? Sincèrement, oui. Je crois que cette question repose maintenant dans les régimes politiques que détient chaque État. Comme chez moi, je vous le démontre. Nous, chez nous, on assimile, n'est-ce pas, cet arbre-là au Parlement actuellement, au pouvoir législatif. C'est là-bas qu'il y a les représentants du peuple. Et ces gens-là donnent, n'est-ce pas, l'aspiration, les aspirations, n'est-ce pas, de la communauté aux dirigeants. Donc s'il faut assimiler, s'il faut définir l'arbre à palabres actuellement, je pense que c'est le Parlement. Ça marche? Ça ne marche pas. Ça n'ira même pas. Comment? Ça n'ira pas parce que là, c'est comme si on allait d'une légitimité par des personnes parallèles. Exemple. 1000 personnes votent une personne et c'est une personne qui ramène le problème des 1000 personnes. Je ne pense même pas que cette personne-là aura, n'est-ce pas, enregistré ou bien mémorisé le problème. C'est même difficile d'être avec sa base. Hein, c'est même difficile d'être avec sa base, mais aussi à part cela, le Parlement qu'on a actuellement ne prend même pas en considération les problèmes des villages. Parce que le problème du village est réglé par les membres de ces villages-là dans l'espace qu'on appelle l'arbre à palabres. Ça existe dans les villages. Donc il y a ces décalages-là entre la politique et la faisabilité en province. Ou bien dans les villages. Et c'est ce qui amène même ce qu'on voit des tensions. On ne se comprend pas. Tu comprends? Ouais. C'est ça le grand problème. On ne se comprend pas. Alors, on est nombreux, 80 millions d'habitants. Parfois, à l'époque, sous l'arbre à palabres, on n'était pas si nombreux comme ça. Non, mais on était nombreux. Qui te dit qu'on n'était pas nombreux? Nous étions combien en 1200? On était à 80 millions. Non, mais je te pose la question. On était aussi nombreux. Parce que là, tu me réponds en tant qu'une Africaine qui raisonne après l'acte de Berlin. Après l'acte de Berlin. Les 80 millions là, c'est la RDC. Ok. Oh, nous étions en Afrique. Nous étions nombreux plus que 80 Vous avez foi qu'aujourd'hui, avec l'Union africaine, on peut briser ces liens, briser ces... Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. L'Union africaine a déjà failli à sa mission. C'est devenu juste un pandémonium de personnes qui se soutiennent entre dictateurs. On va revenir, fidèles téléspectateurs. Une rubrique va voir le jour à partir de ce numéro, l'éveil de conscience africaine. Ça sera avec notre camarade Remarque Maé depuis la Côte d'Ivoire. On se retrouve juste après. Ouvrez les yeux et éveillez votre esprit, car résonnent au loin les mots d'un criot. Afrique, mon Afrique. Au temps de mes ancêtres, la pureté existait encore. Au temps de mes ancêtres, l'on ne cherchait pas à avoir raison sur les autres. L'on cherchait à bâtir, à unifier et à avancer. Au temps de mes ancêtres, celui qui manquait de respect à un vieillard montrait qu'il était un ennemi. Au temps de mes ancêtres, la femme noire était une reine digne, sachante, guerrière, une Amazone qui partait à la guerre par amour, une Amazone qui se battait par conviction. Au temps de mes ancêtres, les hommes étaient des hommes dignes,
des hommes sachants, des rois bons et justes. Au temps de mes ancêtres, ces rois aimaient ces reines. Ces rois protégeaient ces reines. Au temps de mes ancêtres, ces reines guidaient ces hommes. Ces reines conseillaient ces hommes. Au temps de mes ancêtres, ma culture était riche, riche en couleurs, riche en émotions. Au temps de mes ancêtres, la vie était sacrée. La vie valait mieux que tout. Au temps de mes ancêtres, l'Afrique était merveilleuse. L'Afrique était divine. L'Afrique était royale. Au temps de mes ancêtres, hommes et femmes étaient complémentaires. La femme n'avait nul besoin de batailler pour montrer sa grandeur, car fut-elle divine. Au temps de mes ancêtres, l'Afrique était rayonnante. Aujourd'hui, cette Afrique est si fade, si quelconque, si méprisable, car résonne au loin le message d'un griot. Nous parlons tous d'éveil des consciences, d'émancipation, de développement et d'indépendance véritable de l'Afrique. Mais combien sommes-nous à penser que l'Afrique devrait marquer au rouge une date qui rappelle à tous que nous sommes sortis vivants d'un génocide voilé, baptisé colonisation? Combien sommes-nous à penser que l'Afrique devrait chaque année organiser une fête en l'honneur de sa culture? Une fête qui verrait se réunir autour d'une seule et même table les Igbo, les Bambara, les Zoulous, les Maasai, les Bantous, les Peuls, les Guéris, les Agnis, les Anous. Combien sommes-nous à penser cela? À penser qu'une Afrique unie commence par une Afrique identitaire et soudée. Organiser une telle fête, c'est dire au monde que nous ne sommes pas régis par des cultures, mais par une et une seule indivisible. L'Afrique doit renaître, et cela doit commencer par son identité. Otep. De retour sur ce plateau, je pense que cet élément vous a fait plaisir et ça sera de coutume. Chaque numéro, vous allez suivre l'éveil de conscience africaine avec notre camarade Remarque Maé. Il est en Côte d'Ivoire. On continue l'arbre à palabres. Avant que ce rubrique arrive, on parlait en tout cas... Il y a déjà, je ne sais moi, bras de fer parce que la société actuelle n'est plus la société ancienne qui n'était pas tracée. On était tous ensemble dans un même socle. Aujourd'hui, moi personnellement, en tout cas, je suis au présent parce que je parle que de la RDC. Je ne sais, moi, mon invité va vraiment m'expliquer. Il y a moyen d'être sous l'arbre à palabres. Avec la démocratie, avec le Parlement, comment? En tout cas, ça ne se marie pas. Ça ne se marie pas. Parce qu'il y a un leader africain, je crois bien c'est Mandela, qui a dit la démocratie qu'on nous amène actuellement n'est pas un fait nouveau. Et elle ne correspond même pas à la réalité sociale de nos pays. Une société purement communautaire. Si. Aujourd'hui, nous sommes plus individualistes. Ok. Ouais. Et il insiste en disant que l'arbre à palabres, c'était l'espace démocratique par excellence en Afrique. Parce que dans cet arbre-là, toute personne avait la possibilité de parler. Mais aujourd'hui, avec l'institutionnalisation occidentalisée de l'Afrique, là, en tout cas, c'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Impossible. Qu'on ne se voile pas la face. Vu l'importance de l'histoire pour le décollage africain, qu'est-ce que l'arbre à palabres peut apprendre aux politiques africains actuels dans la résolution de conflits africains actuels et la prise de décision? Alors, aux politiques africains, ils doivent savoir que si l'Afrique d'Adam n'avait pas de tensions communautaires comme actuellement,
c'est parce que les anciens leaders prenaient, n'est-ce pas, en considération les aspirations de chaque peuple, de chaque communauté, de chaque groupe. Il n'y avait pas des inégalités, il n'y avait pas de partis pris, il n'y avait pas du tribalisme. Vous comprenez? Donc, les politiques actuelles doivent, n'est-ce pas, l'arbre par l'arbre servira à ces politiques-là en leur faisant comprendre juste qu'il faut prendre en compte l'aspiration de toute communauté, de tout groupe. Gauthier Kassongo, je te pose une question. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants, nous avons des représentants, des députés. Êtes-vous sûr que ces députés connaissent la vraie histoire de l'Afrique? Non. En tout cas, s'il faut, n'est-ce pas, répondre en termes de pourcentage, je dirais 2 seulement peuvent, n'est-ce pas, connaître l'histoire de l'Afrique. Minoritaire. Et c'est très grave. Lorsqu'on ne connaît pas l'histoire, comment on peut diriger? On n'a plus de repères. On commence à adapter, on fait le suivisme. Donc l'Africain actuellement considère que la démocratie, non, le développement, c'est avoir l'immeuble, c'est avoir des gros ponts. C'est pas ça le développement en Afrique. Les jeunes vont se moquer de vous lorsque vous parlez là. Non, nous aimons les immeubles. Non, je peux comprendre, Oui. Mais eux ne savent pas qui ils sont. Moi aussi j'étais comme eux. Moi au moins j'ai réussi, n'est-ce pas, à me désaliéner. Vous comprenez? Oui. Allez-y à l'Équateur, dans la forêt équatoriale, demandez au peuple, aux pygmées, si pour eux ils ont besoin d'un immeuble dans leur forêt. Ils vont vous massacrer, ils vont vous lapider. On va dire qu'ils sont complexés. Non, ils ne sont pas complexés. Parce que la forêt, pour eux, c'est le lieu, c'est l'habitation, c'est la pharmacie, c'est le marché, c'est tout. Alors si toi tu disais que non, je rase la forêt équatoriale, je vous fais un pont. Tu crées directement quoi? Aujourd'hui, apparemment, c'est l'Occident qui nous apprend à planter. Hein? C'est grave. Apparemment. Et c'est très grave. Parce que si tu veux couper l'arbre, on te dit ne coupe pas. Mais c'est comme si à l'époque, nous, on ne savait pas l'importance de l'arbre. Nous, on savait l'importance de l'arbre parce que notre médecine reposait d'ailleurs sur l'arbre. On le savait. On ne coupait jamais les arbres au hasard. Qu'est-ce qu'on allait en faire? Parce que c'est eux qui coupent les arbres des meubles et autres. Et aujourd'hui, on nous demande de ne pas couper. C'est grave. Mais comme si on est... ils ont déjà coupé, ils ont déjà développé leurs états. Vous comprenez, c'est grave. Ouais. Et aujourd'hui, ils protègent maintenant notre forêt, ne coupez pas. Mais ils envoient Bolloré et autres, ils autorisent Bolloré en complicité avec nos dirigeants ici. Et on rase actuellement une partie de la forêt équatoriale. Et c'est grave parce qu'il y aura des répercussions climatiques. Nos ancêtres gardaient leur forêt, raison pour laquelle aujourd'hui on résiste quand même. Si. Parce qu'on a nos forêts. Notre forêt. On dit non, il ne faut pas entrer à cette heure, il ne faut pas couper. Oui. Certaines pratiques, aujourd'hui devenues un peu sorcières. Hein? Non, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la spiritualité. Ok. L'homme blanc est venu, il t'a trouvé avec une spiritualité qui te servait en cas de besoin. Oui. Il te prend la spiritualité et aujourd'hui il te dit que ce que tu faisais c'était de la sorcellerie. Et l'Africain adopte cela. On était un peu naïf. Non, on n'était pas naïf. On était... On avait un cœur pur. Non, pas pur. Il y a un terme qui m'échappe. On était... Soit, je crois que c'est accueillant. Accueillant. Ouais, nous étions comme ça. Et c'est un élément qui a fait assez que nous accueillons l'homme blanc. Parce que ça, les universités africaines ne le disent pas. Parce qu'il y a un mauvais système éducatif. Est-ce que vous connaissez, vous en tant que Congolaise, vous connaissez Kandolo? Non. C'est grave. Vous connaissez Mafuta? Non. Non. Mais Kimbangu, vous le connaissez. Pourquoi? Vous l'avez appris à l'école, avec les livres de l'Occident. Mais moi, je connais Kandolo. Qui il est pour Kandolo, c'est un guerrier qui a mis en mal l'homme blanc dans l'espace du centre de la RDC. Il a tué plus de 30 000 hommes blancs. À lui seul. À lui seul. Avec son mouvement, disons. Mais l'homme blanc ne vous dira jamais ça. Il veut toujours vous rabaisser. Que ce que vous faites, c'est la sorcellerie. Porter ce que je porte aussi, c'est la sorcellerie, c'est être sale. Laisser la barbe, c'est être sale.
faut se coiffer là, même la femme te dit que tu es propre. Aliéné. Aliéné, y a-t-il un faible de l'arbre à palabre par rapport au contexte actuel? Je pense que on ne peut pas appeler ça une faiblesse. Mais il y a aussi le point, bon, j'accepte le mot faiblesse parce que c'est vrai. Et j'en démontre un point, plutôt deux. C'est la léthargie et aussi la lenteur. Vous comprenez? Parce que lorsque vous êtes 1000 à traiter d'un problème, ça va vous prendre combien de jours? 10 jours. Mais dans les 10 jours là, moi en tant qu'Africain, je sais qu'au grand mot, il faut des grands remèdes. Oui. C'est acceptable. C'est acceptable. Parce que quand même la société était normale. Hein? Elle était normale. Toute personne mangeait, toute personne avait une propriété, toute personne était en bonne santé, toute personne s'amusait, personne ne vivait en stress. Et nous d'ailleurs, on n'avait même pas de prisonniers. Voilà. On jette un mot sur parfois l'élection. On avait des rois, Royaume Congo par exemple. Est-ce qu'il y avait une monarchie élective? Est-ce que... Parce qu'on dit qu'on ne savait rien. On n'avait que ce roi-là jusque. Non, mais... ça, c'est l'histoire occidentale. Hein. C'est ce que moi aussi j'ai appris. L'histoire politique du Congo. Quand on était des dictateurs. Oui, on était des dictateurs, c'était comme ça. Mais j'ai fini par comprendre une autre réalité. Laquelle? Moi, je parle de l'Afrique, je ne parle pas de la RDC. De l'Afrique. L'Afrique avait 3 royaumes qui constituaient un. Les fables même que vous avez dans plusieurs jésulâtres dans leur Bible disant la Trinité, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Ça vient de nous. Comment? Il y avait le royaume Congo. Ok? Il y avait les royaumes de Dahomey. Et il y avait le royaume de Sénégal. C'est ces 3 royaumes-là qui fondaient ce qu'on appelait Kama. Et les 3 royaumes-là n'étaient pas sous la supervision d'une personne. Il n'y avait pas de dictature. C'était une gouvernance collégiale. Donc 3 personnes se retrouvent, ils se disent, on va diriger ceci, mais chacun aura son rôle. Les gens n'étaient pas plaintifs. Hein? Il y avait des plaintifs. Oui. Il y avait des plaintifs comme dans toute société. L'opposition. D'où on voit même la raison de l'arbre à palabre. Mais les plaintifs là avaient gain de cause dans cette pratique-là. Chez nous, vous allez apprendre de choses et de choses. La dernière question, Gauthier, peut-on continuer l'arbre à palabre aujourd'hui dans un contexte de mondialisation et de modernisation? L'Afrique. Dans le sens de dire la mondialisation. Là. Oui. Je pense que c'est pas pertinent. Ça sera un piège dans lequel on va tomber. Ce sera un piège. C'est un plan de ces gens qui nous avaient dominés jadis. Ils se sont, n'est-ce pas, nourris, ils se sont vêtis et aujourd'hui ils utilisent ces concepts-là pour ramener les autres. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas refuser de ta terre. On est dans la mondialisation. Un petit village planétaire. Mais toi, noir, essaye d'aller chez eux, sur leur terre. On a tué on tue du jour le jour aux Amériques là-bas. Flout, si je me rappelle aussi. Il a été tué. C'est récemment. Pourquoi? C'est parce qu'il est noir aux États-Unis. Mais c'est l'Américain qui vient ici te dire qu'on est maintenant dans un village planétaire. Donc moi aussi, je peux venir rester chez toi. Il reste chez nous. Hein. Nous, on protège les Blancs, on protège l'autre, mais apparemment, nous, on n'est pas protégés. Ils sont en paix que parce qu'il n'y a pas encore eu de panafricanisme au pouvoir. Ils seront en paix lorsque nous aurions le pouvoir, que s'ils respectent les lois et les principes de nos États. Au cas contraire, ils foutent le camp. Les plaisirs, le bonheur était pour nous en tout cas de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs. C'est presque la fin. Nous sommes à la fin de Chez nous, votre émission. Tout en vous remerciant, fidèles téléspectateurs, nous voudrons seulement signifier que l'Afrique est une terre de vertu, de valeurs. Elle a fait ses preuves durant plusieurs temps et vous le savez peut-être. Alors nous appelons tous les Africains à s'unir. Une seule chose à savoir, fidèles téléspectateurs, c'est de connaître l'histoire. Alors merci
à Gauthier Kassongo Muller. Il aime bien qu'on l'appelle Kassongo parce qu'il est africain, fier de l'être, panafricaniste et membre du mouvement citoyen Bisso Peuple. Merci à Julio, merci à Aimé Image, merci à Platini, merci également à Wilfried Kambamba qui supervise cette émission d'Histoire d'Afrique. Merci à Remarque Maé depuis la Côte d'Ivoire. Il nous a assisté avec l'éveil de conscience africaine. Alors, libre pour l'Afrique, libre avec l'Afrique, libre par l'Afrique, à jamais Africa. Merci d'avoir été de notre prochain numéro avec le même plaisir. Merci. Sana